Pourquoi on fait pas passer les jambes sur le côté pendant un saut de chat? Parce qu'on a moins d'équilibre après. Pour garder son équilibre, on doit garder son centre de gravité ici. C'est le polygone de sustentation. Et ce centre de gravité, il arrête pas de bouger. Donc le corps s'adapte en permanence pour pas qu'on se pète la gueule. Pour ça, il a différents capteurs qui l'aident. Les yeux, l'oreille interne, la peau, les pieds, etc. Le problème, c'est que si l'un d'entre eux dit n'importe quoi, les autres doivent rattraper ces conneries. Heureusement, il existe un dernier capteur qui arrive toujours à la rescousse quand la situation semble perdue. Avant ça, j'ai besoin qu'on soit d'accord pour dire que la colonne vertébrale et ce qui l'entoure, c'est super important. C'est pas pour rien qu'il y a des gens qui s'engueulent pour un dos rond en muscu. Au passage, j'en profite pour dire que je ne suis pas médecin, que vous pouvez me corriger en commentaire, y a pas de problème, et que les sources seront quelque part. La procédure habituelle, quoi. Je vais faire des raccourcis énormes, limite outrageants, mais vu le profil moyen du spectateur YouTube, de toute façon, il y a les sources. Bref, Patou, pourquoi tu nous parles de colonne? Avant de répondre, je vais devoir parler de Vrille, tous les traceurs veulent s'y mettre. Une vrille, c'est ça. C'est un tour sur soi-même. Ça, c'est une double vrille. Selon vous, c'est quoi le plus facile? Vriller avec la colonne courbée ou droite? Ben, j'en sais rien, mais je pense que c'est droite. En fait, ça demande le moins d'énergie d'être au plus proche de l'axe de rotation. C'est pour ça qu'en patinage, quand il resserre les bras, il tourne plus vite. Autant d'énergie en entrée, mais moins d'efforts à faire pour tourner, donc l'énergie va dans la vitesse. La vrille, c'est pas n'importe quel mouvement. Dans les vrilles arrière, c'est le passage de la simple à la double qui pose problème. Dès lors qu'on a une rotation de plus dans ce sens-là que dans celui-là, on change la donne et il faut rééquilibrer le jeu. Vraiment, je rigole pas, c'est là qu'il y a de l'écrémage. C'est d'ailleurs pour ça que la vrille simple ressemble pas aux double vrilles, triple vrilles, etc. Et à partir de la double, on observe que le corps est tout droit. C'est pour ça que j'en parle. Maintenant, c'est quoi le rapport entre la colonne et le capteur mystère? Dans les années 80, Bertrand Bricaud trouve un lien entre la dentition et la posture de la colonne vertébrale. En gros, les mecs avec des petits mentons ont la colonne très courbée. Idéal pour gagner des likes sur Instagram, moins idéal autrement. En 1991, Hugar et ses potes constatent qu'il y a plus de dents de travers chez les gens avec des scolioses. Une scoliose, c'est la colonne vertébrale qui se tortille dans les 3 dimensions de l'espace. Zoran Pesterak avait une scoliose d'ailleurs. J'adore ce mec. Ouais, la mâchoire. J'ai pas lu d'études sur la mâchoire et le sport, mais j'ai quand même des données. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a jamais eu autant de problèmes de dents. Ça existait avant, mais pas dans ces proportions. J'ai la bibliographie, mais je ne peux pas faire changer les gens d'avis, encore moins les chercheurs, et encore moins les lobbies. La mâchoire devrait être un sujet beaucoup plus traité, mais je ne suis pas sûr que les gens en aient envie. Ici, on parlera de son influence sur la proprioception, indispensable pour faire du parcours. Alors, rapide vocabulaire, maxillaire égale mâchoire du haut, mandibule égale mâchoire du bas. Dans cette étude, ils ont mis des rouleaux de coton d'un côté dans la bouche et la présence du coton ou pas influait sur l'activité musculaire des muscles de la mâchoire. Ils citent cette étude, Osoda et compagnie, qui ont suggéré que les masséters pouvaient contribuer à la stabilité du corps tout entier quand un balancement arrivait par surprise. Dans celle-ci, les chercheurs ont observé qu'une malocclusion de classe 2 était liée à une posture de tête en avant. Une malocclusion de classe 2, en gros, c'est le menton fuyant. En gros. L'étude date de 2005, mais elle confirme les résultats de Bricaud 20 ans avant. Dans celle-là, on utilise aussi du coton, mais on regarde aussi les muscles du cou, qui influent sur la posture. Quand la tête est en avant, ce sont les muscles extenseurs qui la font se redresser. Les muscles de la mâchoire et les muscles du cou, sternocleidomastoïdien, étaient plus activés du côté du coton. Des corrélations ont été trouvées. Cité par cette étude, on apprend différentes choses. Gangloff et collègues ont anesthésié le nerf trijumeau, en partie responsable de la mâchoire, et ça a affecté la posture. Lippold, en 2006, a trouvé des liens entre le profil du dos et la morphologie du visage. Corrélation entre malocclusion de classe 2, le menton fuyant, et posture courbée. Par exemple, les mentons fuyants ont plus de scoliose ou la colonne plus courbée. Une association qu'on retrouve aussi, c'est entre les troubles de l'articulation de la mâchoire et les troubles aux yeux. Les yeux qui tombent, c'est pas Jojo. Se péter un os, pour eux, c'est le début de la fin. C'est la motivation de cette étude, où on s'est rendu compte que serrer les dents aidait à garder l'équilibre. On les mettait sur une plateforme et on la faisait bouger. Plus la perturbation était grande, plus la réponse était rapide avec les dents serrées. D'ailleurs, la perte d'os liée à l'âge aggrave probablement la perte d'équilibre chez les vieux.
Là, on a une thèse française. Mais avant, rapide topo. Les problèmes de dents, c'est dans beaucoup trop de cas un manque de dimension transverse, c'est-à-dire de largeur de la mâchoire. Pourquoi on manque de largeur? Vidéo précédente plus une qui viendra. La plupart des traitements, c'est pour élargir le palais, donc augmenter la largeur. Encore une fois, j'ai résumé. Voilà. Alors, il y a un lien entre dents de travers, donc manque de largeur, et posture de tête en avant. On a une corrélation entre largeur de la mâchoire et lordose cervicale, donc extension du cou en gros. Les enfants avec les dents du haut très en avant par rapport à celles du bas avaient significativement plus de déformation de la colonne, par exemple 2 vertèbres qui fusionnent. Il y a une corrélation entre malocclusion de classe 2 et posture colonne courbée. Eux, ils ont vu des changements de posture chez des enfants à qui on a élargi le palais. Le palais devient plus large et la posture change. Je le redis parce que c'est... Voilà. Page 39 ou 54 du document, on a un tableau qui résume les profils types. Lippold, des corrélations entre la forme du visage et la colonne tout entière, pas que cervicale. J'ai déjà cité Lippold, mais en fait il a fait plusieurs études en 2006, donc je sais pas si ce sont les mêmes, mais le gars est prolifique. Ok, on arrive à la partie marrante. D'Attilio et ses collègues ont fait une expérience sur des rats. 2 groupes de rats. À l'un des groupes, ils ont mis une résine sur une dent, ça a tout perturbé et les rats ont eu des scolioses. En 2016, des Mexicains l'ont refait, mais ils ont fait 3 groupes de rats. Un groupe à qui on faisait rien, 2 groupes à qui on mettait la résine sur une dent, et parmi ces 2 groupes, il y en a un à qui on enlevait la résine. Le groupe qui a gardé la résine a gardé sa scoliose, celui à qui on a enlevé la résine a perdu la scoliose. Donc, comme dit plus tôt, il y avait plus de dents de travers chez les gens avec des scolioses. En position statique, on a un meilleur équilibre avec la mâchoire en position myocentrique, c'est-à-dire quand les muscles se contractent pareil des 2 côtés. L'inclinaison de la colonne cervicale ou totale dans la dimension transverse est influencée par la relation entre les maxillaires et la mandibule dans la dimension transverse. La lordose cervicale et autres inclinaisons de la colonne entière sont influencées par la relation entre maxillaire et mandibule dans les dimensions sagittales et verticales. En gros de gros, la largeur de la bouche est liée à la colonne sur les côtés, et la hauteur et la profondeur de la bouche sont liées à la colonne en hauteur et en profondeur, donc les dimensions autres que la largeur. Sur les tableaux 7 et 8, on peut voir des enfants à qui on a élargi le palais. Tous ceux qui avaient une latérodéviation, c'est-à-dire la mandibule trop d'un côté, ont vu leurs épaules redevenir droites. Autrement dit, il semble qu'avec un élargissement du palais, on puisse redresser les épaules. Donc voici quelques chercheurs dans le domaine. Lieberman a aussi pas mal parlé de pieds et de mâchoire. Je ne m'y attendais pas de sa part, mais il a beaucoup parlé de mâchoire, et c'est intéressant. Normalement, je l'ai déjà mis à l'écran plus tôt, mais de ce que j'ai vu et lu, il n'y a pas de lien entre posture et douleur. Ou du moins, certaines postures améliorent certaines pathologies, mais on n'a rien d'universel. Pour les anglophones, Jeff Nippard en a parlé. Donc, la posture, c'est pas important? Ben oui et non. Ça dépend des sports. En force athlétique, il commence à soulever dos rond, alors qu'en haltérophilie, il continue avec le dos droit. Et en parcours, on se dirige plutôt vers la deuxième option. Ok, on a vu des études, mais pas tout, c'est quand que tu nous parles de parcours. J'ai déjà parlé de Theo Tanchak. C'est un kiné australien qui a expliqué avec beaucoup de pertinence des troubles de posture chez des traceurs. Pourquoi ce traceur plie toujours ses genoux de ce côté, pourquoi celui-là est super fort en barre, etc. J'apprécie beaucoup son travail. Et on vient de voir qu'il y a un rapport entre posture et dents. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Ah, des études spécifiques? Ouais, je suis d'accord. Mais pour des raisons que j'évoquerai peut-être un autre jour, la recherche est un peu bloquée. Alors on va faire quelque chose à ne pas faire. Vous le dites à personne, hein? L'être humain est doué pour reconnaître des motifs, des patterns. C'est pour ça qu'on reconnaît des visages là où il n'y en a pas. C'est la pareidolie. Je parle d'évolution et de sélection naturelle à chaque vidéo, donc je dirais ici qu'il vaut mieux reconnaître un tigre dans la forêt alors qu'il n'y a rien plutôt que l'inverse. Bref, maintenant qu'on est dans l'illégalité, on va regarder nos athlètes préférés, et si possible dans les sports où une bonne posture est nécessaire. Mais ça, c'est à vous de le faire de votre côté. J'ai essayé de faire une liste, mais j'ai abandonné. Je trouve ça impudique, quoique tout ce que je dis est trouvable sur le net, hein. Quand on publie quelque chose, on doit se préparer à ce genre d'éventualité. Je pense aussi que la liste vous influencerait et je ne veux pas ça. J'avais un exemple de traceur japonais avec une tête très en avant qui s'est blessé à l'épaule malgré une exécution des plus propres. Mais est-ce qu'il y a un rapport? Je trouve que je n'ai pas assez mis l'emphase là-dessus, mais l'idée est juste de constater que chez les sportifs de haut niveau ou chez ceux qui ont des résultats,
en proportion, il y a un meilleur développement facial que dans d'autres types de populations. Je suis très critique sur ma liste parce que, selon les sports, ça joue pas du tout. Je l'ai déjà parlé de Lamargante, mais c'est un mec qui avait une scoliose. C'est un des seuls humains à avoir soulevé 5 fois son poids en soulevé de terre. Il faisait 50 kg et quelques, il a soulevé 300 kg. C'est absolument énorme, et pourtant il avait une scoliose. L'idée c'est juste de voir dans quel sport la posture est importante, et par extension dans quel sport les dents sont importantes. Voilà. Ce type de liste est débile et on peut facilement trouver des contre-exemples. Mais il faut admettre qu'on tient quelque chose, non ? L'idée était d'introduire un facteur qui pourrait jouer sur la performance sportive, pas de stigmatiser. Je veux juste ouvrir le débat et paisiblement si possible. Je vais donner des noms d'athlètes que j'apprécie ou des faits amusants. Bien sûr que je vais parler de Tom Platz. Je vais enfin pouvoir parler de Luke Xiaojun, ou Giulia Imperio pour le côté féminin. Et pour les connaisseurs, voilà à quoi ressemblait Gundil quand il était jeune. Il y a aussi Zoran Pesterak, même si son nom se prononce Zoran Pesterac. J'en rajoute un dernier pour les plus cultivés d'entre nous, Clara Fernandez. Bon, ok, pas tout. D'accord, les dents et la posture, il y a peut-être un lien. Mais je fais quoi ? Bah je sais pas. J'ai mes hypothèses, mais faudrait les tester et en faire une étude. Mais ça va être difficile de mon côté. Vous pouvez regarder ma vidéo précédente sur le sujet, où je me suis pas du tout mouillé, faire vos déductions et vous y risquer. D'ailleurs, je veux bien discuter de la recherche en commentaire, j'y réfléchis en ce moment, sur la manière de faire des études, etc. Bref, c'était la vidéo un peu à l'arrache et j'ai pas de conclusion. Ah si. Il y a pas longtemps, un vieil ami m'a encore soutenu. Merci pour tes mots.